Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. On parle beaucoup du domaine agricole, même si on est en plein hiver. Alors, plusieurs sujets qui font les manchettes. Alors, pour nous en parler, je reçois le président de l'UPA en Abitibi-Témiscamingue, M. Sylvain Vachon. M. Vachon, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Vachon. C'est toujours un grand plaisir de venir échanger de l'agriculture avec vous. Bien, c'est réciproque. Soyez assurés de ça. C'est sûr, M. Vachon, qu'on ne peut pas ne pas parler de l'accaparement des terres. C'est un sujet, disons qu'on en parle depuis, on peut dire quelques années, mais c'était des brides que l'on parlait un peu. Là, c'est rendu le sujet principal en Abitibi-Témiscamingue et aussi ailleurs au Québec, mais on va s'en tenir chez nous. Qu'est-ce qui fait que cet accaparement-là, ce sont des Chinois? Puis, il faut dire aussi que l'émission est enregistrée aujourd'hui, le 2 février. Donc, on vient d'apprendre ce matin que chez les Chinois, on a tendance peut-être à mettre ça là, un petit peu de côté, à mettre ça à l'arrière-plan, à mettre ça sur la glace un peu. Quelle est votre opinion sur ça, M. Vachon? Puis, est-ce que vous, entre parenthèses, est-ce que vous croyez que ces personnes-là mettent ça un peu sur la glace? Je vous laisse aller un peu avec ça. Bon, oui, ça fait quelques années qu'on en parle. On parle de l'accaparement. Souvent, le ministre régional nous disait qu'il voulait avoir du concret. Là, maintenant, avec ce qui est sorti là, dans les dernières semaines, on a du concret. Mais en vérité, là, en Abitibi-Témiscamingue, c'est 7300 hectares depuis 2009. Ça veut dire depuis 2009 à ce jour, c'est 7300 hectares qui ont été acquéris par des gens qui n'habitent pas l'Abitibi-Témiscamingue. Okay. C'est plus de 90 de l'entièreté des transactions en Abitibi-Témiscamingue depuis 2009. C'est énorme. C'est majeur. Oui. C'est pas rien qu'un épiphénomène. C'est ancré, c'est là et on le décrit depuis ce temps-là. Et là, ce qui est nouveau dans le dossier, c'est qu'on a vu apparaître les Chinois qui ne sont pas pires, qui ne sont pas mieux que les autres, sont pareils, qui ont débarqué au Témiscamingue et qui voulaient acquérir au-delà de 10 000 hectares, c'est ce qu'on avait entendu. Et la vigie, la surveillance du syndicat local du Témiscamingue a fait en sorte qu'on a pu déterrer la situation et la dénoncer au grand jour. Et bon, ça fait que les Chinois sont au Témiscamingue, souhaitaient faire ce qu'ils nous disaient, souhaitaient faire une usine de transformation de l'usine. Et ce que les producteurs du Témis ont à répondre à ça, c'est que si on veut investir dans de la transformation, bien, qu'on vienne en faire des investissements en Abitibi-Témiscamingue. On est ouvert au développement de la région et on va faire du business, comme ils disent, là, avec ces gens-là. Il n'y a aucun problème. Mais ça ne semble pas être l'intérêt premier. Parce que un projet de l'usine déshydratée, ce qu'on voit, il y en a eu un projet au Lac-Saint-Jean et ça s'est très mal terminé. Oh, okay. Ça s'est très, très mal terminé. C'est trop loin des grands marchés, qu'est la Chine, etc. Et c'est des projets qui ne sont pas rentables. On le voit, la raison première de leur investissement, c'était, à mon avis, c'était là, le leur qui venait avec les transactions, mais l'intérêt premier est l'achat de terre. Okay. Et est-ce qu'ils ont mis sur la glace et qu'ils n'ont plus d'intérêt? Moi, je ne crois pas que les investisseurs chinois, le temps nous dira si j'ai raison, mais je ne crois pas qu'ils vont oublier ce projet-là. Et c'est clair qu'on va rester très vigilant parce qu'il y en va de la vitalité d'une région de la nôtre. Est-ce que, M. Vachon, chez les Chinois, comme on en parlait, comme on disait que peut-être qu'ils ont mis ça sur la glace, même si vous n'y croyez pas, et moi non plus, je n'y crois pas beaucoup à ça. Est-ce que ce serait pour travailler en catimini? Bien, c'était ça qu'il faisait. Il signait des contrats. Il ne signait pas de contrats. Il faisait des promesses d'achat sans jamais les finaliser. Et là, on savait depuis le début, ça faisait déjà un certain temps qu'on savait qu'il y avait deux promesses d'achat signées. Et là, quand on a su qu'il y en avait 2 additionnelles, moi, j'ai compris qu'il
qu'il rendrait officiel la journée qui aurait atteint les superficies qu'il souhaitait. Et c'est pour ça qu'on a sorti la nouvelle. Et là, ben, on voit les résultats. Alors, ça les refroidit un peu. Dites-moi une chose, M. Vachon. On va donner un exemple là, concret. OK? Vous avez une ferme. Oui. Des investisseurs de la Chine, des Chinois, arrivent chez vous. M. Vachon, est-ce que vous êtes à vendre? On vous fait une offre ou qu'est-ce que vous demandez pour votre ferme? Vous demandez X montant d'argent. Puis là, est-ce que vous signez? Parce que déjà, là, ces personnes-là sont venues en Abitibi-Témiscamingue, mais ils n'ont rien acheté. Ils ont signé des papiers. Des promesses d'achat. Des promesses d'achat. Alors, vous signez une promesse d'achat avec eux autres. Après ça, ils s'en vont et vous n'en entendez plus parler. C'est ça que vous semblez vouloir me dire. Ce papier signé, mais rien de concret par après. C'est ça? Ben moi, je n'ai pas les détails. Non, mais est-ce que. Mais il n'y a rien qui s'est finalisé? Non, il n'y a aucune transaction finalisée parce qu'il faut comprendre qu'il y a des systèmes automatisés sur Internet qu'on peut suivre en temps réel. Aussitôt qu'une transaction est confirmée, notariée, ça apparaît sur une liste, c'est public, tout le monde peut le savoir. Et nous, c'est clair qu'on a ces outils-là. On a ces outils-là et on attendait d'avoir une confirmation de quelques transactions pour lever le flag. Mais là, on s'est rendu compte que ces gens-là faisaient seulement signer des promesses d'achat. Et là, je spécule quand je dis que c'était leur plan de match. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dénoncé et là, ça met un peu de sable dans l'engrenage. Mais moi, je veux être clair par rapport à ça. C'est pas, moi, j'en ai pas contre les Chinois. Il y a des Québécois qui se comportent comme des accapareurs. Il y a des Français, mais on a vu en Abitibi-Ouest, là, très, très longtemps, des Français qui ont fait exactement la même chose. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est un réel phénomène. C'est un danger pour l'agriculture d'habitation du territoire qui fait en sorte qu'une région, l'Abitibi-Témiscamingue, peut être vivante, dynamique. Et on le sait ce que ça fait. Je l'ai dit à maintes reprises, j'ai peut-être l'air de radoter, mais c'est parce que c'est un fait. Quand on sort l'agriculture d'une ruralité, pas longtemps après, on enlève la pancarte 50 km/h. Puis c'est pas ça que je veux pour l'Abitibi-Témiscamingue. Juste pour nous situer, j'aimerais ça que vous nous parliez l'étendue de 10 000 hectares. C'est ça qui était prévu, 10 000 hectares. Ça représente quoi, à peu près? Une terre, là. Oui, une terre. En Abitibi, c'est 40 hectares. C'est 40 hectares. C'est 40. Puis ils en veulent 10 000. Eux autres, ils voulaient 10 000 acres, c'est-à-dire à peu près 5 000 hectares, 4 000 hectares. OK. Dans un premier temps. Mais 7 300 hectares, là, on vient de faire, c'est 730 terres. Non, je viens de compter une menterie. 7 300 hectares, pas de calculatrice, je n'ai pas la tête à ça, mais c'est énorme. C'est beaucoup de terres. Il y en a des terres à Sainte-Rose, il y en a dans le secteur d'Amos, il y en a un peu partout en Abitibi-Témiscamingue. Il y en a beaucoup au Témiscamingue. Et ça, c'est très, très, très préoccupant pour la suite des choses. Mais c'est quoi cet engouement-là pour l'achat de ces terres-là? Puis on vise surtout le Témiscamingue. Peut-être que le climat est un petit peu plus favorable que chez nous en Abitibi-Ouest, disons, et l'Abitibi-Est. Mais c'est quoi cet engouement-là pour ces terres-là qu'on veut les cultiver, mais après, on ne reste pas chez nous? L'intérêt est simple. Depuis 2008, les financiers se sont rendus compte, j'irais dire, de la persistance, de l'augmentation de la valeur des terres, peu importe son nom. Et ça, c'est un fait qui est vérifiable, qui est vérifié depuis longtemps. La terre prend toujours de la valeur. Et plus qu'on va avoir de gens sur terre, plus qu'on va avoir de besoins alimentaires, plus la valeur des terres va être de quoi d'important. Et les fonds, puis là, on le voit en Chine présentement, là. La bourse s'effondre. Et les grands fonds d'investissement, pour lisser leur placement, ils appellent ça du lissage, ça stabilise le placement. C'est une valeur qui est constante et qui prend de la valeur de manière permanente. Et c'est le meilleur placement qu'il peut avoir, c'est l'achat de terre. Mais est-ce que ce modèle d'investisseur-là, ce modèle d'agriculture-là va faire en sorte qu'avec les réchauffements climatiques, là, la fameuse bande de terre argileuse, le Barlow-Ojibwe, qui façonne l'Abitibi-Témiscamingue, puis le nord-est ontarien, c'est ça, c'est ça nos terres. Ce sol-là,
En 2050, là, ça va être ici que ça va se passer. Tous les grands modèles mathématiques là, de la Fondation David Suzuki qui font des prévisions pour la pluie, la température, etc. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est ici que ça va se passer. Parce que dans les autres, les grandes plaines des États-Unis, ça va être aride. Il n'y aura plus de production agricole là. Ça va être ici que ça va se passer. C'est hyper important de protéger ce patrimoine-là pour les Québécois de demain. L'accaparement des terres. Moi, si je vous demandais, ça profite à qui ou ça nuit à qui? Bon, ça profite à des gens qui restent dans des tours à bureaux. Hein, on va se le dire, des gens qui demeurent à l'extérieur, qui n'ont pas réellement d'intérêt pour des régions comme la nôtre. Ça nuit à qui? Ça nuit à tous les gens qui habitent l'Abitibi-Témiscamingue. Quand on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, l'accaparement de l'Abitibi-Témiscamingue, à qui ça nuit? Tous les habitants de l'Abitibi-Témiscamingue sont concernés par ça, parce que quand on dévitalise un village, qu'on enlève les agriculteurs de métier et qu'on fait du fly-in, fly-out, il n'y a plus de jeunes, on ferme l'école. Si on ferme l'école, y a-t-il des jeunes familles autres que les familles agricoles qui vont venir s'établir quand il n'y a pas dans un village quand il n'y a pas d'école? La réponse est simple. Et ce que ça fait, c'est la baisse de valeur de toutes les résidences. Ah oui, c'est sûr. Ça concerne tout le monde. Les commerçants, etc. Ça concerne toute la population de l'Abitibi-Témiscamingue. L'Abitibi a été bâtie par des agriculteurs de métier. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont bâti cette région-là, c'était des agriculteurs qui sont venus cultiver les terres ici. Oui, on fait d'autres choses. Mais l'agriculture de métier, c'est la meilleure manière d'habiter un territoire, puis de le dynamiser, puis de créer de la richesse, oui, pour les agriculteurs et pour les citoyens qui les entourent. Et ça, il va falloir que le gouvernement le comprenne et qu'il mette l'environnement d'affaires favorable pour justement que les producteurs qui sont à l'aube de leur retraite, les gens qui veulent se retirer, puissent vendre à des producteurs qui habitent le territoire. Et là, présentement, c'est plus difficile, la confiance y est moins. Et la nature a horreur du vide, puis les accapareurs débarquent, puis ramassent ces terres-là. Et là, c'est perdu pour toujours. Oui, exactement. Oui, c'est sûr. Ils ne revendront pas ces terres-là. Absolument pas. Preuve étant, le Français, dans les années 80, qui achetait dans le coin de l'Abitibi-Ouest, est toujours propriétaire de ces terres. Voilà. Moi, si je vous demandais, en tant que président de l'UPA, qu'est-ce qu'en pense notre ministre régional, M. Blanchette, de ça? Et on va aller un petit peu plus loin aussi. Qu'en pense le ministre de l'Agriculture, M. Paradis, qui me semble, entre parenthèses, parce que moi, je lis beaucoup, puis j'ai encore à peu près, je dis à peu près, rien lu sur ça de lui. Bon, vous avez entendu dans les médias la semaine passée que le ministre Blanchette, comme moi, j'ai entendu que le ministre Blanchette était préoccupé, qu'il y avait des outils qui existaient actuellement pour empêcher tout ça et qu'il y avait une évaluation qui se faisait là, par le gouvernement pour cerner la problématique. Bon, c'est ce qu'il dit. Moi, vous lui demanderez ce qu'il en pense. Moi, vraiment, je pense qu'on est rendu à l'étape de l'action. Et ce qu'on propose à l'Union des producteurs agricoles, c'est vraiment de prendre une pause et de mettre une limite de transaction par agriculteur, par personne. C'est de limiter à 100 hectares l'achat des terres au Québec sur une période de 3 ans. 100 hectares par année sur une période de 3 ans. Et l'évaluation qu'on en a fait, nous, à l'UPA, c'est que ça n'empêcherait aucun agriculteur de métier de transiger entre eux. Et ça ne tiendra pas compte des transferts intergénérationnels du parent à l'enfant ou d'un autre relève. Oui. Et ça, le temps de faire justement l'étude qui viennent de lancer la semaine passée. Parce que pendant qu'ils étudient la situation, on l'a vu, il y a des Chinois, il y a des Français, il y a un peu de n'importe qui se promènent dans les rangs et qui achètent des terres. La journée qu'ils auront fini d'étudier, il n'y aura plus de terre à protéger. Ça presse d'agir dans ce sens-là. Et en deuxième temps, comme je le disais tantôt, il faut redonner un environnement favorable à des agriculteurs de métier qui font en sorte que des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue peuvent être prospères. Parce que selon le ministre Blanchette, il y a une loi qui empêche des étrangers d'acheter des terres au Québec. Ils doivent habiter ici depuis 3 ans. Et puis j'ai ici sur le journal de Montréal, pour ne pas le nommer, le 27 janvier dernier, c'est quand même tout frais, tout chaud, qui dit que c'est dans ça que j'ai pris cette référence-là. Êtes-vous au courant de cette loi-là?
Oui, c'est une loi qui a été passée là, par l'ancien ministre de l'Agriculture, à ma connaissance, OK, l'ancien oui. ministre de l'Agriculture, M. Gendron. OK. Et c'était une réponse à l'accaparement des terres par un producteur de l'Ontario, qui était le Grand Farm, là, qui était un industriel de la forêt qui a fait des fortunes en forêt, puis que là, il avait décidé qu'il achetait une bonne partie du Témiscamingue. Nous, on a décrié ça encore une fois. On peut avoir l'air de gens qui empêchent le développement, mais le développement qui contribue à une ruralité, c'est pas le développement que ces industriels-là veulent. Fait que nous, on a dénoncé ça, et la loi, là, à mon avis, est incomplète. On avait dit à l'époque que c'était un bon pas, mais qu'il y avait toute une course à faire encore, et que cette loi-là, elle est contournable. La preuve étant, c'est qu'il y a des Chinois qui font des promesses d'achat. Ils ne sont pas complètement cons, ce monde-là, là. Et moi, je peux pas croire que ces gens-là ne signaient pas une promesse d'achat sans savoir comment contourner une loi existante. Bon, c'est pas des cons, c'est des gens intelligents. Oui, exactement. Donc, il était au courant. Et puis, le ministre est au courant également. Oui. Fait qu'on en est rendu là. Oui. Et là, on fait la démonstration que dans une région, 7300 hectares, 90 des transactions se sont faites par des non-résidents. Il y a un sérieux problème. Très, très sérieux et très gros. Dans le même journal du mercredi 27 janvier dernier, M. Vachon, dévitalisation, et je vous cite, le président de la Fédération régionale de l'UPA d'Abitibi-Témiscamingue, M. Sylvain Vachon, affirme que les gens de la région qui seraient intéressés à faire de l'agriculture ne peuvent pas concurrencer les acheteurs étrangers. Donc, vous avez parlé de dévitalisation. Vous voyez que je suis constant, puis voilà. Je suis cohérent dans mes dires. Exactement, c'est ça, exactement. Quand je parlais de concurrencer, la relève agricole, oui. Est-ce qu'une relève peut concurrencer un fonds d'investissement chinois ou n'importe quel fonds d'investissement au Québec ou ailleurs dans le monde? La réponse, c'est simple, c'est non. Est-ce qu'un agriculteur de métier qui travaille jour après jour et qui peine à arriver peut concurrencer ces gens-là? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on veut avoir une agriculture de ces deux types-là qui fait en sorte que notre région ressort gagnante de l'activité économique qui est l'agriculture? Bien, si c'est ça qu'on veut, bien, il faut permettre à ces gens-là d'être concurrentiels. Et ça veut dire des législations. C'est à ça que ça sert, un gouvernement. Légiférer pour s'assurer du bien-être de la population en général, pas de quelques amis ou individus. Monsieur Vachon, on va passer à un autre sujet, mais pour clore le sujet de cet accaparement de terre-là, c'est sûr que on va en parler encore beaucoup, ça va faire des manchettes encore plusieurs fois. L'UPA demeure aux aguets, j'en suis persuadé, et vous allez suivre le dossier. Quand je dis vous, je parle de l'UPA en général. Vous allez suivre ce dossier-là de très, très près encore. Ça demeure toujours un enjeu primordial pour l'Union des producteurs agricoles. Nous allons demeurer vigilants, peu importe la pile de glace sur laquelle les gens mettent leur dossier, là, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont mis leur projet sur la glace. Nous, on va être très vigilants parce qu'il y en va de l'avenir de l'agriculture, de famille, de l'agriculture d'habitation du territoire et du dynamisme de région de la nôtre. Voilà. On va passer, si vous me permettez, à l'accord transpacifique. On en a parlé beaucoup, là, on n'en parle presque plus. Ce n'est pas signé et ça ne se signera probablement jamais. Ben, en tout cas, là, c'est sûr qu'il semble avoir beaucoup de sable dans l'engrenage aux États-Unis. Oui, c'est ça, oui. Je ne suis pas un politicologue là, pour savoir ce qui va s'en passer. Moi, j'ai la ferme impression que le Canada ne peut se permettre de ne pas signer cette entente-là. Si les autres signent, le Canada va signer. Ce qui a été proposé, ce qui a été concédé, j'y arrive. Okay. Ce qui a été concédé là, par le Canada par rapport à la gestion de l'offre, 3 % de marché, si on additionne ça à ce qui a été fait avec l'Union européenne, on parle de 5 % de part de marché, et ça s'étale sur plusieurs années. Somme toute, on a sauvé les meubles. On a gardé les barrières tarifaires, et ça représente à peu près l'augmentation de la consommation des produits laitiers au Canada. Fait que, ce qu'on entendait des corridors, ce qu'on entendait des négociations était de loin supérieur à ça, était beaucoup plus préoccupant de ça. Et c'est pour ça qu'on a sorti assez fort, assez fermement par rapport à cette entente-là. Là, le problème actuellement, qui est beaucoup plus important pour les producteurs de lait, qui fait en sorte que leur prix
leur lait est moins élevé là, qu'il serait supposé. C'est l'entrée, c'est le contournement de règles aux frontières. On appelle ça le lait diafiltré. On en vient justement. C'était Et c'est là la le prochaine problème. question, exactement. C'était Le PTP, moi, je pense qu'on a évité le pire. Et pour la prochaine génération, là, on a signé il y a des ententes potentiellement signables avec l'Union européenne et le Pacifique, là, oui, le Transpacifique. le Transpacifique. OK. Et c'est les deux plus gros marchés dans le monde. OK. Et là, on concède 5 de nos parts de marché pour signer ces deux gros blocs-là. Je pense que là, on a sécurisé la gestion de l'offre pour la prochaine génération. Les gens qui sont inquiets pour la gestion de l'offre, là, je pense que cette entente-là confirme que la gestion de l'offre est là pour durer. Et là, c'est le lait diafiltré, c'est clair. Le 8 décembre dernier, lors d'un dîner-conférence à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, vous disiez que l'inaction a assez duré. Puis ça, vous avez précisé, puis vous avez vraiment appuyé sur ça. L'inaction a assez duré. Vous faisiez mention de la porosité de la frontière. On en vient justement à ce que vous avez commencé à en parler. Quelle est cette porosité-là? Puis, quand vous dites que l'inaction a assez duré, vous visiez qui en disant ça? Bon. Je vise beaucoup de monde quand je parle de l'inaction. Il y a des professionnels de l'inaction présentement dans nos instances gouvernantes, mais ça, c'est un autre dossier. La porosité aux frontières, c'est qu'il y a des règles qui encadrent toutes les frontières, qui disent, pour permettre d'avoir un outil qui est la gestion de l'offre au Canada, il y a une barrière tarifaire, tu n'as pas le droit d'importer du lait au Canada. OK. Tu n'as pas le droit d'importer du fromage, du beurre, etc. Tu as le droit de le faire, mais avec des barrières tarifaires extrêmement élevées qui font en sorte que tu ne deviens pas concurrentiel. Et là, les industriels américains, canadiens ont trouvé une manière de contourner ces règles-là. Ils faisaient des matières modifiées, matières laitières modifiées. Okay. On appelait ça la protéine de lait, c'était de la poudre. Et ça avait le droit de passer aux frontières. Et pour régler cette problématique-là dans le passé, on a réglementé la composition du fromage. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de mettre plus que tel pourcentage de protéines laitières modifiées dans un fromage. Mozzarella, cheddar, etc. Ça fait que là, ça a été fait. Fait que là, tu avais une barrière qui empêchait ces matières-là. Mais là, ils ont un nouveau produit qui est le lait diafiltré. Ça arrive aux frontières. Les inspecteurs des douanes disent que ce n'est pas du lait. Hein? C'est du lait diafiltré. Et quand ça arrive à l'usine, c'est pas une protéine de lait modifié, c'est un lait. Et là, vous voyez que ça passe à travers les mailles du filet. Et c'est là que je dis que l'inaction a assez duré. Il suffit qu'un gouvernement se lève et dise la tricherie a assez duré, parce que les transformateurs trichent. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Là. Ils me poursuivront. Les transformateurs trichent et bernent la population et les producteurs quand ils utilisent ces produits-là. Parce que on achète du fromage fait au Canada à un prix concurrent, un prix qui est quand même correct, oui. Qui serait supposé de refléter une répartition équitable dans toute la filière, c'est-à-dire producteurs, transformateurs, détaillants. Tout le monde serait supposé faire de l'argent. Et là, les transformateurs trichent. Ils mettent des matières différentes qui font en sorte que le producteur n'a pas son juste prix. Ça, là, on appelle ça des tricheurs. Et l'inaction dans ce dossier-là a assez duré. Il faut que le gouvernement mette ses culottes et réglemente ça de manière plus efficace. J'en reviens encore à une question que je vous posais sur l'autre sujet d'avant. Je vous repose la question parce qu'elle est très importante. En tant que président de l'UPA, et vous allez un peu partout au Québec, vous jasez avec les autres présidents des autres régions, c'est un problème excessivement sérieux que le problème du lait diafiltré. Oui. Avez-vous un son de cloche du ministre de l'Agriculture? À ce niveau-là, c'est un enjeu qui est provincial. Je sais que la Fédération des producteurs de lait du Québec négocie actuellement, tente de négocier avec les transformateurs une manière d'encadrer ça, mais vous comprenez que les transformateurs, il y a plusieurs transformateurs, là. Je pense qu'ils sont 250, je n'ose pas dire trop, mais il y a beaucoup de gens là, à rallier à tout ça. Et des négociations intenses qui se font actuellement. Ça, je sais ça. C'est sûr que nous, à l'UPA, puis on représente là, au Québec 50 pratiquement 50 de la production laitière. Ça fait que c'est une préoccupation constante de tous les échelons de l'Union des producteurs agricoles. Et nous, on met toute la pression. Et je sais que les producteurs, puis ça, je peux vous le dire en connaissance de cause, les producteurs nous mettent beaucoup de pression aussi parce qu'on n'accepte pas
de ne pas avoir le juste prix pour la production laitière, parce que c'est un métier qui est... Producteur laitier, c'est très exigeant, et je pense que ça mérite pleinement le salaire qu'il y a. C'est donc dire que la balle est dans le camp du gouvernement. Du fédéral. Parce que c'est un enjeu qui est fédéral. Qui est fédéral. Fait que le ministre de l'Agriculture a fait un bon travail. Il faut reconnaître, il faut donner à César ce qui est à César. Okay. Le ministre de l'Agriculture, M. Paradis, a fait un bon travail là, dans toutes les négociations pour le Trans-Pacifique. Et là, je crois qu'il doit continuer à faire son travail par rapport à ça, mettre de la pression sur le fédéral pour qu'on règle cette situation-là. Mais ça, à cet égard-là, moi, je pense que oui, il a fait un bon travail. Parce que dans le dernier remaniement, M. Paradis a conservé son ministère de l'Agriculture. Puis il est bon aussi, M. Vachon, de rappeler que l'agriculture, chez nous, ça représente 30 de l'économie. On parle des mines, on parle de la forêt, mais on n'a pas tendance trop à parler de l'agriculture. Ça, on en a déjà parlé tous les deux ici, assis à cette table-là. Puis quand on parle de 30 c'est beaucoup, beaucoup. On pense que chez nous, l'agriculture, oui, OK, c'est correct, mais c'est les mines, c'est le domaine forestier. Mais 30 là, il ne faut pas le faire. $1 sur 3 en Abitibi-Ouest qui se promène dans les épiceries, un peu dans tous les commerces qui viennent de l'agriculture. Et vous avez parlé là, de la nomination du ministre Paradis. Moi, j'ai salué, je suis content, je vois très positivement le maintien du ministre Paradis au poste de ministre de l'Agriculture et le ministre régional, la même chose. Moi, je vois ça positivement. On ne sera pas obligé de réexpliquer les enjeux, etc. Les dossiers, ils sont au courant des dossiers. C'est ça. Et là, ils sont rendus à l'étape de passer à l'action. L'inaction a assez duré. Monsieur Vachon, c'est bon. Monsieur Vachon, on dit qu'il y a une baisse, parce que ça vient encore avec ce que c'est qu'on vient de parler, on dit qu'il y a une baisse de fermes laitières en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que c'est inquiétant au moment où l'on se parle? Bien, tout à fait. Toute baisse de production en Abitibi-Témiscamingue est toujours un mauvais signal, et depuis plusieurs années, moi, je me préoccupe énormément de ce phénomène-là. Là, toute l'incertitude, parce qu'on le voit là, c'est une conséquence d'une incertitude. Moi, je ne juge pas les gens de vouloir quitter une production, surtout quand on est rendu à un certain âge. Oui. Regarde, on a travaillé dur toute notre vie, on mérite de prendre notre retraite. Et là, quand il y a de l'incertitude qui s'installe, on l'a vu dans la dernière année avec toute l'entente du PTP, le lait diafiltré, il y a énormément d'incertitudes qui s'est installée. Il y a eu une vague de retrait de producteurs dans la production laitière. On a vécu la même chose dans la production ovine. On a vécu la même chose dans la production bovine dans les années antérieures. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a dénaturé des outils de sécurité du revenu qui faisaient en sorte qu'on rentabilisait ces entreprises-là en région, on permettait à ces entreprises-là de dynamiser une région comme la nôtre, et tout ça en faisant fi de la rentabilité même pour l'État de cette démarche, de ces outils de sécurité du revenu. Et la conséquence au fil des ans, c'est qu'on voit une diminution du nombre d'entreprises, on voit une diminution du chiffre d'affaires, et une diminution de l'empreinte et de la vitalité des milieux ruraux comme le nôtre. M. Vachon, à peine 30 secondes. Est-ce que c'est inquiétant, mais est-ce que la relève est là? Et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on a une très belle relève, formée, dynamique, qui sont déjà en train de prendre la place. Et moi, ce que je veux pour eux, c'est un environnement d'affaires qui est favorable, qui est stimulant, qui va faire en sorte que ces jeunes-là vont avoir des jeunes qui vont continuer à créer de la richesse en Abitibi-Témiscamingue. Et c'est votre souhait. C'est pour ça que je me bats à tous les jours. Monsieur Vachon, merci infiniment. Toujours très, très à point dans vos propos. Puis je vous remercie beaucoup. Vous aurez toujours une place ici parce que l'agriculture, on le sait, c'est d'une extrême importance, pas seulement pour l'Abitibi-Témiscamingue, mais pour tout le Québec en entier. Puis chez nous, ça représente 30 %. Merci beaucoup, M. Vachon. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne journée.